Le soleil n'était pas encore levé quand Hazel ouvrit les yeux la première. Elle sentit d'abord le froid, puis la dureté du sol, et ce n'est qu'alors qu'elle réalisa où elle se trouvait, sous des morceaux de carton, dans une ruelle entre deux bâtiments. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À côté d'elle, Marley dormait encore, recroquevillée comme un petit chat. « Réveille-toi !» Hazel poussa sa sœur. « Il faut y aller avant que quelqu'un n'arrive. » Marley ouvrit les yeux, les mêmes yeux marrons que Hazel sur le même visage mince, avec les mêmes cheveux foncés emmêlés. Ce n'était pas seulement leur visage qui était identique, elles avaient toutes deux la même taille et le même âge, 7 ans, et le même problème, la faim qui les tenaillait. « J'ai faim », murmura Marley en s'asseyant et en se frottant les yeux. « Je sais, moi aussi », répondit Hazel en pliant le carton qu'elles utilisaient comme couverture. Il était important de le garder en bon état, c'était tout ce qu'elles avaient. Elles se levèrent, secouant la poussière de leurs vêtements usés, des shorts qui avaient jadis été d'une autre couleur, des t-shirts trop grands. Elles n'avaient pas de sac à dos, pas de jouets, pas d'endroit où aller. Elles n'avaient que l'une l'autre. « Où allons-nous aujourd'hui » demanda Marley en regardant la rue qui commençait à s'animer. Hazel ne répondit pas tout de suite. Son regard balaya l'avenue, les gens marchant vite, les voitures qui passaient. Personne ne les regardait, comme si elles étaient invisibles. Là, dit Hazel en désignant de l'autre côté de la rue. Il y a un nouvel endroit de l'autre côté. Un terrain entouré de palissades montrait le début d'un chantier de construction. Des hommes en casque de chantier entraient et sortaient, des camions déchargeaient des matériaux. C'était un endroit plein de mouvement, plein de travail. Peut-être que c'était un endroit avec de la nourriture. Les deux traversèrent la rue ensemble, se tenant toujours par la main. Elles avaient appris très tôt qu'il était dangereux de se séparer. Le monde était trop grand pour de petits enfants, et elles le savaient mieux que beaucoup d'adultes. À l'entrée du chantier, un homme à la barbe grise vérifiait une liste. Il ne remarqua pas les filles avant qu'elles ne soient juste devant lui. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-il sans sourire. Hazel s'avança. C'était toujours elle qui parlait. « Pouvons-nous aider à transporter des choses ? Nous sommes fortes. » L'homme fronça les sourcils en les observant. Elles étaient si petites, elles semblaient encore plus petites dans ses vêtements trop grands. « Vous êtes trop petites pour travailler ici, » dit-il, mais il ne les renvoya pas. « Nous pouvons transporter des briques, » insista Hazel. « Pouvez-vous nous payer quelques centimes juste pour acheter de la nourriture ? Nous avons vraiment faim. » L'homme regarda autour de lui comme pour vérifier si quelqu'un le regardait, puis il soupira. « Entrez, restez près de ce tas de briques. Emmenez-les là-bas, dans ce coin, puis je verrai ce que je peux vous trouver. » Les filles ne le remercièrent pas avec des mots, mais leurs yeux brillèrent d'une manière qui était à la fois de l'espoir et du soulagement. Elles franchirent le portail comme si elles entraient dans un lieu familier, bien qu'elles n'y aient jamais été. La première brique sembla impossible à soulever, lourde, rugueuse, difficile à tenir avec de si petites mains. Hazel essaya la première, la tenant des deux mains. Elle faillit tomber en arrière, mais réussit à garder l'équilibre. « Allez, Marley, tu l'attrapes aussi. » Les deux transportèrent la première brique ensemble, à pas courts et prudents, jusqu'à l'endroit indiqué. Puis elles revinrent. Elles en prirent une autre, et une autre, et une autre. Le soleil se leva dans le ciel, fort et chaud. La sueur coulait sur les visages des filles, se mêlant à la poussière et à la saleté. Leurs bras endoloris, leurs mains non protégées commencèrent à rougir et à se meurtrir, mais elles ne s'arrêtèrent pas. Personne ne leur parla. Les ouvriers passaient, jetant parfois des regards furtifs, mais reprenaient vite leurs tâches. C'était comme si les jumelles n'étaient que deux outils de plus sur le chantier, petites, silencieuses, presque inaperçues. Midi, le soleil, directement au-dessus. Les ouvriers s'arrêtèrent pour déjeuner. Ils s'assirent à l'ombre, ouvrirent leurs gamelles et rirent à des blagues que les filles ne comprenaient pas. L'odeur de la nourriture fit gargouiller l'estomac de Marley, si fort que Hazel la regarda avec inquiétude. « Nous mangerons bientôt » murmura-t-elle en tenant la main de sa sœur. L'homme de l'entrée apparut. Il apporta 2 pains et une bouteille d'eau. Ce n'était pas grand-chose, mais pour celles qui n'avaient pas mangé depuis la veille, c'était un trésor. « Tenez, » dit-il en leur tendant la nourriture. « Reposez-vous un peu, puis continuez. » Les filles s'assirent par terre dans un coin isolé. Elles divisèrent soigneusement le pain en parts égales, comme elles le faisaient toujours avec tout ce qu'elles mangeaient. Elles mangèrent lentement, savourant chaque bouchée, buvant l'eau peu à peu. « Tu crois qu'on aura plus de nourriture aujourd'hui » demanda Marley doucement. « Oui, si nous travaillons dur. » Il n'y avait aucune certitude dans la voix d'Hazel, seulement de la détermination.
Elle savait que le monde n'offrait pas de garantie aux enfants comme elle, mais elle savait aussi que s'arrêter n'était pas une option. L'après-midi apporta plus de briques, plus de soleil, plus de fatigue. Leurs petites mains avaient maintenant des ampoules, leurs bras tremblaient, mais elles continuaient côte à côte, sans se plaindre. Les ouvriers commencèrent à ranger leurs outils. La journée se terminait. Hazel et Marley regardèrent le tas qu'elles avaient transporté. Ce n'était pas grand pour un adulte, mais pour 2 enfants de 7 ans, c'était une montagne. L'homme revint. Il évalua leur travail avec des yeux critiques. « Vous êtes vraiment forte, » dit-il, et pour la première fois, il y eut quelque chose comme de l'admiration dans sa voix. Il sortit quelques pièces de sa poche et un petit paquet. « Tenez, de la monnaie pour votre travail, et ceci, ce sont des restes du déjeuner. » Hazel prit tout, mettant les pièces dans sa poche déchirée. Le paquet contenait un morceau de pain avec du fromage et un peu de viande. Ce n'était pas grand-chose, mais cela signifiait qu'elle n'irait pas se coucher affamée. « Pouvons-nous revenir demain ?» demanda-t-elle. « Nous avons besoin de plus de monnaie pour acheter de la nourriture. » L'homme hésita, puis hocha la tête. « Vous pouvez, mais soyez prudente là-bas. » Les deux quittèrent le chantier comme elles étaient entrées, main dans la main, invisibles pour la plupart des passants. Le ciel commençait à s'assombrir. Il était temps de trouver un endroit pour dormir. « Où restons-nous ce soir ?» demanda Marley. Hazel regarda autour d'elle. Elle connaissait bien les rues, elle savait où c'était dangereux, où c'était plus ou moins sûr. Dans ce parc, il y a un banc derrière les arbres, presque personne n'y va. Elles marchèrent en silence, trop fatiguées pour parler. Quand elles atteignirent le parc, elles s'assirent sur le banc. Elles partagèrent le sandwich, mangeant avec le même calme qu'avant, savourant chaque goût. La nuit tomba complètement. La ville s'illumina, mais pas pour elles. Leur monde était sombre, froid, dur. Hazel serra Marley dans ses bras, qui commençait déjà à s'endormir. « Demain sera meilleur », murmura-t-elle, mais elle ne savait pas si elle y croyait. Elle ferma les yeux, sentant le poids de sa sœur contre son épaule. Elle n'avait pas de couverture, pas de lit, rien d'autre que ce banc et l'une l'autre. Mais pour l'instant, c'était suffisant pour survivre jusqu'au lendemain. Pour 2 enfants aux mains vides et aux estomacs presque toujours vides, survivre un jour était déjà une victoire. Logan Hart n'avait pas l'habitude de marcher dans les rues de ce quartier. Ses journées étaient normalement divisées entre des réunions dans des salles de conférences aux vitres miroitantes, des déjeuners dans des restaurants chers et des voyages en jet privé. En tant que fondateur et PDG de Hat Technology, il avait transformé une idée en un empire d'1 milliard de dollars avant l'âge de 35 ans. Le monde entier connaissait son nom, son entreprise, sa fortune. Mais ce matin-là, Logan voulait marcher, simplement marcher, sans chauffeur, sans assistance, sans emploi du temps. Il y avait quelque chose dans la ville qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, la réalité au-delà des vitres teintées de sa limousine. Vêtu d'un jean, de baskets et d'une simple chemise, il aurait pu être juste un homme de plus marchant sur le trottoir. La montre à son poignet et ses lunettes de soleil étaient les seuls indices qu'il n'était pas un ouvrier ordinaire se rendant à son travail. Logan tourna un coin et vit le chantier de construction. Rien de spécial, juste un bâtiment de plus qui s'élevait dans la ville en constante croissance. Il était sur le point de continuer son chemin quand quelque chose attira son regard. 2 petites filles transportaient des briques. Ce n'étaient pas des adolescentes, c'étaient des enfants, si petites que les briques semblaient prendre la moitié de leur corps. Elles étaient identiques, les mêmes cheveux foncés ébouriffés, les mêmes vêtements trop grands, les mêmes visages sales et déterminés. Logan s'arrêta. Il les observa. Elle prenait une brique, l'équilibrait avec difficulté, faisait des pas lents et prudents, la plaçait à l'endroit indiqué, et revenait en prendre une autre. Leurs mains étaient rouges, leurs bras tremblaient d'effort, mais elles ne s'arrêtaient pas. Quelque chose en lui, quelque chose qu'il ignorait exister, s'éveilla avec une force irrésistible. Sans y penser à 2 fois, Logan traversa la rue et entra sur le chantier. Un agent de sécurité tenta de l'arrêter, mais il ne regarda même pas l'homme. Ses yeux étaient fixés sur les 2 enfants qui se penchaient maintenant pour ramasser une autre brique. « Et vous ne pouvez pas entrer comme ça !» cria l'agent de sécurité, mais Logan continua de marcher. Quelques ouvriers le regardèrent curieusement. Le chef de chantier s'approcha de lui avec une expression qui signifiait « ça ne rigole pas ». « Monsieur, c'est un lieu de travail. Vous devez vous identifier ou partir. »« Qui est le responsable ici ?» demanda Logan, ignorant l'avertissement. « Je suis le contremaître, Frank Miller. Qu'est-ce que vous voulez ?» Logan désigna les filles, qui observaient maintenant la scène, immobiles, une brique entre elles. Qu'est-ce que ces enfants font à transporter des briques? Quel âge ont-elles?
7, 8 ans. Frank Miller regarda les jumelles, puis Logan. Elles sont venues, elles ont demandé du travail. Elles avaient besoin d'argent pour manger. Et vous avez trouvé approprié de faire porter des charges lourdes à des enfants? Avez-vous une idée de ce que cela fait à leur corps, à leur dos, à leurs bras? La voix de Logan était basse, contrôlée, mais elle portait une autorité qui fit reculer le contremaître. Écoutez, les enfants ne devraient pas avoir à travailler pour manger, coupa Logan, et maintenant sa voix était assez forte pour que tout le monde sur le site l'entende. C'est mal, c'est illégal, c'est inhumain. Sans attendre de réponse, Logan s'approcha des filles, qui restèrent immobiles, observant tout avec des yeux attentifs et alertes. En s'approchant, il remarqua à quel point elles étaient petites, à quel point elles semblaient fragiles malgré la force qu'elles montraient, à quel point leurs yeux, si identiques, contenaient une lueur qui mêlait peur et prudence. Logan s'agenouilla devant elles, se mettant à leur hauteur. Il sourit, essayant de paraître aussi inoffensif que possible. « Salut, je m'appelle Logan. Comment vous appelez-vous » Les filles échangèrent des regards. C'est celle de gauche qui répondit. « Je suis Hazel. » C'est Marley. « Enchanté de vous rencontrer, Hazel et Marley. Vous travaillez ici depuis longtemps » Depuis ce matin, répondit Marley, sa voix presque un murmure. Logan observa leurs mains. Elles étaient meurtries, avec des ampoules qui commençaient à se former. « Avez-vous faim » Elles ne répondirent pas, mais leurs yeux disaient tout. « Alors, venez avec moi, » dit Logan en leur tendant les mains. « Je vais vous emmener manger quelque chose. » Les filles ne bougèrent pas. Hazel s'avança comme pour protéger sa sœur. « Nous ne vous connaissons pas. » Logan hocha la tête. C'était un bon signe, elles étaient prudentes. « Vous avez raison d'être prudente, mais je vous promets que je veux seulement aider. Il y a un restaurant juste au coin, nous pouvons y aller. Vous mangez tout ce que vous voulez, et ensuite vous décidez si vous voulez mon aide ou non. Qu'en pensez-vous » Hazel regarda Marley dans une conversation silencieuse qui semblait n'avoir pas besoin de mots. Après quelques secondes, elle regarda de nouveau Logan. « D'accord, mais nous restons ensemble. »« Bien sûr, » répondit Logan. « Vous restez toujours ensemble, n'est-ce pas ?» Hazel hocha la tête, et il y avait quelque chose dans son regard, une sorte de soulagement d'être comprise, qui fit sentir à Logan une boule dans la gorge. Il se leva et attendit qu'elle laisse tomber la brique. Frank Miller regardait de loin, n'intervenant pas. Logan lui jeta un dernier regard sévère avant de quitter le site avec les jumelles, une de chaque côté. Les gens sur le trottoir regardaient, curieux. Un homme bien habillé avec deux enfants sales et en haillons n'était pas une vue courante. Logan ignora les regards et conduisit les filles au restaurant du coin. C'était un endroit simple, avec des tables en formica et des banquettes rembourrées. L'air sentait le café et la friture. Une serveuse vint les servir dès qu'elles entrèrent. « Table pour 3 » demanda-t-elle, regardant curieusement les filles. « Oui, s'il vous plaît » répondit Logan, de préférence une plus intime. La serveuse les conduisit à une table à l'arrière, loin des fenêtres. Logan laissa les filles choisir où s'asseoir. Elles s'assirent côte à côte sur la même banquette, comme si elles avaient besoin du contact de l'une l'autre pour se sentir en sécurité. « Qu'est-ce que vous aimeriez manger » demanda Logan en leur tendant les menus. Hazel regarda le menu attentivement. Marley fit de même. Logan remarqua qu'elle savait lire, du moins assez pour comprendre un menu. « Pouvons-nous commander tout ce que nous voulons » demanda Hazel prudemment. « Bien sûr, tout ce que vous voulez. » Quand la serveuse revint, Hazel commanda un hamburger avec des frites pour chacune d'elles et 2 laits frappés au chocolat. Logan ne commanda qu'un café. Pendant qu'elles attendaient, un silence inconfortable s'installa. Les filles regardaient autour d'elles, observant chaque détail du restaurant, chaque personne qui entrait et sortait. Logan les regarda, notant leurs mouvements synchronisés, la façon dont elles semblaient communiquer sans mots. « Vous êtes jumelles, n'est-ce pas » demanda-t-il, essayant d'engager la conversation. « Oui » répondit Hazel, « des jumelles identiques. Nous sommes nés le même jour. »« Quel âge avez-vous » ? 7 ans. Logan sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. 7 ans. Des enfants de 7 ans ne devraient pas transporter de briques sur des chantiers de construction. Elles ne devraient pas être sales et meurtries. Elles ne devraient pas avoir ce regard, un regard qu'il avait vu chez beaucoup d'adultes, des adultes qui avaient affronté trop de choses. La nourriture arriva. Les filles regardèrent les assiettes avec une intensité qui en dit plus à Logan que tous les mots. Mais elles n'attaquèrent pas la nourriture comme il s'y attendait. Au lieu de cela, elles se regardèrent, puis Logan, comme pour demander la permission.
Vous pouvez manger, dit-il doucement. C'est tout pour vous. Elles commencèrent à manger lentement au début, presque cérémonieusement, mais bientôt la faim parla plus fort. De grosses bouchées, des gorgées hâtives, comme si elles craignaient que la nourriture ne disparaisse à tout moment. Logan regarda en silence, buvant son café, leur donnant le temps et l'espace dont elles avaient besoin. Quand elles eurent fini, ayant complètement nettoyé leurs assiettes, Logan remarqua que leur visage était différent. Un peu de couleur était revenu à leurs joues, et il y avait quelque chose comme de la satisfaction dans leurs yeux. « C'était bon ?» demanda-t-il. « Oui », répondit Marley, et Logan remarqua que c'était la première fois qu'elle lui parlait directement. « Merci. »« De rien. Vous voulez autre chose ? Un dessert ?» Les deux échangèrent à nouveau des regards, dans cette conversation silencieuse qu'elle semblait maîtriser si bien. « Non merci », répondit Hazel pour les deux. « Nous sommes rassasiés. » Logan hocha la tête et but une gorgée de son café. Il était temps de poser des questions plus difficiles, mais il ne savait pas comment commencer. « Vous avez des parents ? Quelqu'un qui prend soin de vous ?» Les filles restèrent silencieuses un instant. C'est Hazel qui parla, sa voix stable, sans tremblement. « Elles sont mortes. Nous vivons dans la rue depuis longtemps. »« Nous vivons dans la rue depuis longtemps », ajouta Marley, fatigué. « Nous prenons soin l'une de l'autre. » Logan s'attendait à des larmes, ou du moins à un signe d'émotion, mais il n'y eut rien de tout cela. Les filles parlaient de la mort de leurs parents et de la vie dans la rue avec le même calme qu'un adulte parlerait du temps. Elles menaient la conversation avec un contrôle impressionnant, comme si elles avaient répété quoi dire, comment le dire, quoi révéler et quoi garder pour elles. « Je suis désolé, » dit Logan, et il l'était vraiment. « Vous avez d'autres proches ? Des tantes, des oncles, des grands-parents, quelqu'un ? » « Non, » répondit Hazel, « juste nous. »« Et où dormez-vous ? Comment survivez-vous ? » « Nous trouvons des endroits, » dit Marley. « Il y a un parc avec un bon banc. Il y a un espace entre deux bâtiments où il ne pleut presque pas à l'intérieur. Il y a une vieille dame qui nous donne parfois du pain. Et quand il fait froid, nous ramassons du carton, » expliqua Hazel. « Le carton est bon pour le froid. Et nous restons ensemble. » Il y avait une sagesse dans leurs mots qui ne correspondait pas à leur âge, une sagesse née de difficultés que les enfants ne devraient jamais avoir à affronter. Logan sentit quelque chose changer en lui, quelque chose de profond, de définitif. Voudriez-vous avoir un endroit où rester ? Un endroit chaud et sûr ? Les filles ne répondirent pas immédiatement. Il n'y avait pas l'enthousiasme que Logan attendait. Au lieu de cela, elles se regardèrent, sérieuses, évaluant le genre d'endroit. « Quel genre d'endroit ?» demanda Hazel prudemment. « Ma maison, » répondit Logan. « J'ai un grand appartement avec des chambres vides. Vous pourriez y rester, du moins pour l'instant. Vous auriez des lits, de la nourriture, des vêtements propres. »« Pourquoi ?» demanda Marley, et il y avait une véritable confusion dans sa voix. « Pourquoi nous aideriez-vous » La question prit Logan par surprise. Pourquoi ? Il n'avait pas pris le temps d'y penser. C'était une impulsion, un sentiment, quelque chose qu'il ne pouvait pas entièrement expliquer, même à lui-même. « Parce que vous êtes des enfants, » dit-il finalement. « Et les enfants devraient avoir un foyer, quelqu'un pour s'occuper d'eux. Ils ne devraient pas travailler sur des chantiers de construction ou dormir sur des bancs de parc. » Les filles considérèrent ces mots. Une fois de plus, elles échangèrent des regards qui semblaient contenir des conversations entières. « Et qu'est-ce que vous voudriez en retour ?» demanda Hazel, et il y avait une dureté dans sa voix qui frappa Logan comme un coup de poing, une dureté qui disait qu'en 7 ans de vie, elle avait déjà appris que rien au monde n'était vraiment gratuit. « Rien, » répondit Logan fermement, « absolument rien en retour. Je veux juste aider. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin. Si vous n'aimez pas, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez partir quand vous voulez. » Les filles ne semblaient pas convaincues. Logan ne les blâmait pas. À ce moment-là, il réalisa qu'elles ne demandaient pas d'aide, elles étaient habituées à ne pas en avoir, peut-être même habituées à ne pas faire confiance, à ne rien attendre de personne. « Écoutez, » dit-il en se penchant légèrement sur la table. « Je comprends que vous ne me connaissez pas, vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Mais au moins ce soir, ne voudriez-vous pas dormir dans un vrai lit, prendre une douche chaude, dîner à table ? Juste pour ce soir. Demain, si vous voulez partir, je ne vous arrêterai pas. » Hazel regarda les mains meurtries de Marley, puis les siennes. Elle regarda leurs vêtements sales, le sol sous leurs pieds. Quand elle regarda de nouveau Logan, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Pas de l'espoir, pas encore,
mais peut-être la considération que l'espoir pouvait exister. Juste pour ce soir, dit-elle finalement. Juste pour ce soir, convint Logan, sachant que ce n'était pas vrai, sachant que quelque chose de fondamental avait changé au moment où il avait vu ses deux enfants porter des briques, sachant qu'il ne serait plus jamais le même. Il appela la serveuse, paya l'addition et se leva. Les filles le suivirent, toujours ensemble, toujours prudentes, mais désireuses de faire un pas vers l'inconnu. Quand elles quittèrent le restaurant, le soleil de l'après-midi brillait de mille feux. Logan regarda les deux petites silhouettes à côté de lui, sales, meurtries, fatiguées, mais d'une certaine manière entières, d'une certaine manière forte. « Allons-y », dit-il, et leur tendit les mains. Après un moment d'hésitation, chacune prit une de ses mains. Leurs mains étaient petites, calleuses, chaudes. Logan les serra doucement, sentant le poids de cette responsabilité, de cet engagement qu'ils venaient de prendre. Elles commencèrent à marcher sur le trottoir, vers une vie qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer ce matin-là. L'appartement de Logan occupait les 2 derniers étages de l'un des immeubles les plus élégants de la ville. Lorsque l'ascenseur privé s'ouvrit directement sur le salon, Hazel et Marley se figèrent à l'entrée, incertaines de ce qu'il fallait faire. « Vous pouvez entrer », dit Logan doucement. « C'est là que j'habite. » Les filles firent des pas hésitants, comme si elles marchaient sur un terrain inconnu, et en effet, elles l'étaient. Le parquet brillait si fort qu'elles pouvaient y voir leur reflet. Les fenêtres du sol au plafond révélaient une vue panoramique sur la ville. Des meubles qui semblaient n'avoir jamais été utilisés décoraient l'immense espace. « C'est très grand », murmura Marley à sa sœur, mais Logan entendit. « Oui, c'est trop grand pour une seule personne », répondit-il avec un petit sourire. « Je vais vous montrer où vous allez loger. » Il les conduisit le long d'un large couloir vers une chambre avec 2 lits jumeaux. La chambre, comme le reste de l'appartement, était minimaliste mais confortable, murs blancs, drap bleu clair, une grande fenêtre donnant sur le parc de la ville. « Ce sera votre chambre si vous le voulez, » dit Logan. « La salle de bain est cette porte là-bas, elle a des serviettes propres, du savon, du shampoing, tout ce dont vous avez besoin. » Les filles regardèrent autour d'elles avec un mélange de fascination et de méfiance. Elles touchèrent les choses avec précaution, comme si elles craignaient de les casser ou de les salir. « Voudriez-vous prendre une douche ? Ensuite, nous pourrons voir ce que nous avons à manger. » Hazel et Marley échangèrent des regards, puis hochèrent la tête. Logan leur montra comment fonctionnait la douche, ajusta la température et laissa 2 serviettes douces sur le lavabo. « Je vous laisse faire. Je serai dans le salon si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Quand Logan partit, les filles restèrent immobiles quelques secondes. Tout était si différent de ce qu'elles connaissaient, la propreté, l'espace, le silence. « Tu crois qu'il est digne de confiance ?» demanda Marley doucement. Hazel haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais nous pouvons partir si nous devons le faire. » Elles entrèrent ensemble dans la salle de bain, fermèrent la porte à clé et se permirent enfin de respirer. De la vapeur s'éleva quand Hazel ouvrit la douche. L'eau chaude coula en abondance, quelque chose qu'elles n'avaient pas connu depuis si longtemps qu'elles avaient presque oublié ce que c'était. Pendant ce temps, Logan sortit son téléphone portable et passa un appel. « Tessa, c'est Logan. J'ai besoin que tu viennes demain matin. Oui, je sais que c'est ton jour de congé, mais c'est une urgence. J'ai 2 enfants ici. Oui, des enfants, des jumelles, 7 ans. C'est une longue histoire. Elles ont besoin de vêtements, elles ont besoin de tout. Non, ce ne sont pas mes filles. Je les ai trouvées aujourd'hui, elles étaient seules, travaillant sur un chantier de construction. Oui, je sais, ça a l'air fou. Je t'expliquerai tout demain, s'il te plaît, viens et apporte des vêtements, des chaussures, des choses dont des filles de 7 ans ont besoin. Merci, Tessa. » Il raccrocha et s'assit sur le canapé, passant ses mains sur son visage. Qu'était-il en train de faire ? Il avait amené 2 enfants inconnus chez lui sans penser aux conséquences légales, aux responsabilités, à quoi que ce soit. Mais ses yeux qui semblaient connaître le monde d'une manière qu'aucun enfant ne devrait connaître. Environ une demi-heure plus tard, les filles réapparurent. Elles étaient propres, leurs cheveux mouillés dégoulinant sur les mêmes vêtements sales, elles n'en avaient pas d'autres. Leur visage, sans la couche de saleté, révélait des traits délicats, une peau claire et des cernes sous les yeux, trop profonds pour de si petits enfants. « Vous vous sentez mieux ?» demanda Logan. Elles hochèrent la tête. « Venez, voyons ce qu'il y a dans la cuisine. » La cuisine, comme le reste de l'appartement, était impeccable et semblait peu utilisée. Logan ouvrit le réfrigérateur, ne trouvant que quelques barquettes de plats à emporter, du lait, des œufs et des fruits. « Je ne suis pas très bon cuisinier, admit, mais je peux faire des sandwichs ou nous pouvons commander quelque chose. »
Les sandwichs, c'est bien, répondit Hazel. Logan sortit du pain, du fromage, du jambon, de la mayonnaise et quelques légumes. Il mit tout sur le comptoir et commença à préparer les sandwichs. À sa surprise, Hazel s'approcha. « Je peux aider ?» « Bien sûr, » répondit-il en lui tendant le couteau pour étaler la mayonnaise. Marley resta un peu à distance, observant tout avec ses yeux attentifs. Elle remarqua chaque détail, comment Logan manipulait la nourriture, comment il organisait les choses, comment il les regardait quand il pensait qu'elle ne le remarquait pas. Elles mangèrent à l'îlot de la cuisine, assises sur de hauts tabourets. Les filles mangèrent lentement, savourant chaque bouchée, même si elles avaient déjà déjeuné au restaurant. Logan se demanda combien de temps il s'était écoulé depuis qu'elles avaient mangé régulièrement. « Vous avez sommeil ?» demanda-t-il quand elles eurent fini. Hazel secoua la tête. « Nous nous couchons généralement plus tard. »« D'accord. Eh bien, nous pouvons regarder un film si vous voulez. » L'idée de regarder un film sembla intriguer les filles. Logan les ramena au salon, alluma la télévision et parcourut le menu de streaming. « Des préférences ?» Elles échangèrent des regards confus. « Nous ne regardons pas beaucoup la télévision, » expliqua Marley. « Oh, » dit Logan, se sentant stupide, « bien sûr. »« Eh bien, que diriez-vous de celui-ci ? C'est l'histoire d'une famille de super-héros. » Les filles s'installèrent sur le canapé, gardant une distance de sécurité par rapport à Logan. Au fur et à mesure que le film avançait, il les observait du coin de l'œil. Leurs expressions passèrent de tendues à curieuses et finalement à intéressées. Elles ne riaient pas au passage drôle, mais leurs yeux s'écarquillaient pendant les scènes d'action. Quand le film se termina, il était plus de 22 heures. « L'heure de se coucher », annonça Logan. « Je vais préparer vos lits. » Dans la chambre, il ouvrit les placards et sortit des draps et des couvertures propres. Les filles l'aidèrent à faire les lits, rentrant les coins avec une précision qui suggérait qu'elles l'avaient déjà fait, peut-être dans des abris temporaires, peut-être dans des maisons qui ne duraient pas. « Il y a une salle de bain là-bas, » dit Logan en désignant la porte. « Je suis dans la chambre au bout du couloir si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit. » Les filles hochèrent la tête mais ne dirent rien. « Bien, » dit Logan, se sentant mal à l'aise. « Bonne nuit alors. »« Bonne nuit, » répondirent-elles à l'unisson. Logan ferma la porte en sortant, la laissant entr'ouverte pour qu'un peu de lumière du couloir puisse entrer. Il retourna au salon, prit son téléphone et commença à passer des appels. Il avait besoin de parler à son avocat, il avait besoin de comprendre ce qu'il faisait, quelles seraient les étapes légales. Mais tandis qu'il parlait de tutelle temporaire et de processus d'adoption, son esprit revenait sans cesse à ces deux petites silhouettes allongées dans des lits qui leur semblaient probablement trop étranges, dans un endroit trop silencieux. Il était environ 3 heures du matin quand Logan se réveilla en sursaut, alerté par un cri. Un cri aigu, effrayé, qui traversa le silence de l'appartement comme du verre brisé. Il sauta de son lit et courut à la chambre des filles. Marley était assise, haletante, les yeux grands ouverts de terreur. Hazel la serrait dans ses bras, lui murmurant des mots que Logan ne pouvait pas entendre. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il depuis l'entrée, essayant de ne pas les effrayer davantage. « Cauchemar », répondit Hazel sans quitter sa sœur des yeux. « Elle a rêvé que nous étions piégés. » Logan entra lentement dans la pièce et s'assit sur le bord du lit d'en face. « Ça va, Marley, tu es en sécurité ici. » Marley le regarda, puis sa sœur, puis la chambre étrange et sombre. « C'est trop silencieux, » dit-elle doucement. « Dans la rue, il y a du bruit. Ici, c'est comme si le monde s'était arrêté. » Logan n'y avait jamais pensé, comment le silence qu'il appréciait tant pouvait être terrifiant pour quelqu'un habitué au bruit constant de la rue, comment la sécurité des portes closes pouvait ressembler à une prison pour quelqu'un qui avait toujours eu le ciel pour toi. « Tu veux que je laisse un peu de son ?» demanda-t-il. « De la musique, peut-être ?» Marley secoua la tête. « Non, juste la porte ouverte. »« Bien sûr, » répondit Logan. « Je laisserai toutes les portes ouvertes, et je resterai ici jusqu'à ce que vous vous rendormiez. » Il ne savait pas quoi dire d'autre. Il n'avait aucune expérience avec les enfants, encore moins avec des enfants qui avaient vécu ce que ces deux-là avaient vécu. Alors il resta là, assis sur le bord du lit, disponible, présent. Progressivement, Marley se calma. Hazel continua de la serrer dans ses bras, fredonnant quelque chose si doucement que Logan pouvait à peine l'entendre. Était-ce une berceuse? Une chanson qui leur rappelait leurs parents? Il ne savait pas, mais il sentit un pincement au cœur en pensant à tout ce que ses filles avaient déjà perdu. Quand elles finirent par se rendormir, Logan ne retourna pas dans sa chambre. Il prit une couverture dans le placard et s'installa dans le fauteuil du coin.
Il resterait là au cas où elle ferait un autre cauchemar. Il resterait là parce que, d'une manière qu'il ne comprenait pas entièrement, il sentait que c'était là qu'il devait être. Le lendemain matin, Tessa arriva tôt, portant plusieurs sacs. Tessa était la personne à tout faire de Logan depuis des années, en partie femme de ménage, en partie assistante personnelle, en partie amie. Une femme pragmatique d'une 50aine d'années, aux cheveux gris courts et à l'efficacité qui intimidait même les cadres les plus coriaces. « Où sont-elles » fut la première chose qu'elle demanda en entrant. « Encore endormies » répondit Logan, sa voix empreinte de fatigue. « Elles ont eu une nuit difficile. » Tessa l'examina d'un œil critique. « Tu as l'air terrible. »« Merci. Je vais faire du café, » dit-elle en se dirigeant vers la cuisine. « Pendant ce temps, dis-moi exactement ce qui s'est passé. » Logan la suivit. Pendant qu'elle préparait le café, il lui raconta tout, le chantier, les filles portant des briques, la conversation au restaurant, la décision de les ramener à la maison. Tessa écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle lui tendit une tasse de café. « Je t'ai vu. » Un homme célibataire sans expérience avec les enfants, qui a décidé de ramener 2 enfants de la rue chez lui. Oui, sans penser aux conséquences légales, sociales ou émotionnelles. Oui. Tessa hocha lentement la tête. Bien. Logan cligna des yeux, surpris. Bien? Oui, bien. Tu as enfin fait quelque chose d'impulsif qui n'implique pas l'achat d'une entreprise ou d'une île. Quelque chose d'humain. Elle but une gorgée de café. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je ne sais pas, admit Logan. J'ai une réunion du conseil d'administration aujourd'hui, je ne peux pas la manquer. Je pensais que tu pourrais rester avec elle, les aider à s'installer. J'ai acheté des vêtements en ligne hier soir, ils devraient arriver aujourd'hui. Et j'ai appelé mon avocat pour voir quelles sont les options légales. Et à long terme? Logan hésita. Je ne sais pas, mais je ne peux pas les remettre dans la rue. Non, tu ne peux pas, acquiesça Tessa. Eh bien, allons-y étape par étape. Je resterai avec elles aujourd'hui, nous établirons une routine, verrons ce dont elles ont besoin. Toi, tu t'occupes des affaires légales dans ton empire. À ce moment-là, un petit bruit les fit se retourner toutes les deux. Hazel et Marley se tenaient à l'entrée de la cuisine, observant les adultes avec leurs yeux attentifs et prudents. « Bonjour » dit Logan, essayant de sourire naturellement. « Voici Tessa. Elle sera avec vous aujourd'hui pendant que je m'occupe de quelques affaires de travail. » Tessa s'approcha et se pencha légèrement pour être à la hauteur des filles. « Bonjour Hazel et Marley. Logan m'a parlé de vous. Je suis heureuse de vous rencontrer. » Les filles ne répondirent pas verbalement, se contentant de hocher la tête. Leurs yeux étudièrent Tessa avec une intensité qui la fit se sentir complètement transparente. « Vous devez avoir faim, » dit-elle en se tournant vers la cuisinière. « Que diriez-vous de crêpes pour le petit déjeuner ?» Pendant que Tessa préparait les crêpes, Logan observa comment les filles se déplaçaient dans la cuisine. Hazel identifia l'odeur de la cannelle avant même que Tessa ne l'ajoute à la pâte. Marley analysa la nouvelle adulte avec un œil si aiguisé qu'elle semblait lire son âme. Après le petit déjeuner, Logan dut se préparer à partir. Il enfila un de ses costumes chers, prit sa mallette, vérifia ses emails sur son téléphone, sa routine normale. Mais quelque chose était différent. Il sentait les yeux des filles le suivre, observant chaque mouvement. « Je serai de retour tard cet après-midi » dit-il en s'arrêtant à la porte. « Tessa prendra bien soin de vous. »« Tu reviendras vraiment » demanda Marley, et il y avait quelque chose dans sa voix, non pas une accusation, mais un doute sincère, comme si les départs sans retour étaient courants dans son expérience. « Je reviendrai » promit Logan, sentant le poids de ce simple mot. « C'est ma maison, et maintenant c'est la vôtre aussi longtemps que vous voulez rester. » Les filles ne sourirent pas, ne montrèrent pas de soulagement ou de gratitude. Elles se contentèrent de hocher la tête, acceptant l'information, mais se réservant clairement leur jugement jusqu'à ce qu'elles voient si la promesse serait tenue. Alors qu'il se rendait au bureau, Logan réalisa qu'il pensait aux filles toutes les quelques minutes. Comment s'adaptent-elles? Tessa gagnerait-elle leur confiance? Aurait-elle peur dans un endroit si différent de tout ce qu'elle connaissait? Lors de la réunion du conseil d'administration, l'acquisition d'une start-up prometteuse était discutée. Logan serait normalement complètement concentré, posant des questions incisives, analysant chaque détail. Mais aujourd'hui, son esprit était divisé. « Logan, qu'en pensez-vous » La question de son directeur financier le ramena à la réalité. « Désolé, pouvez-vous répéter la dernière partie » Son directeur financier parut surpris. Logan Hart ne demandait jamais rien à être répété.
Il était toujours attentif, toujours 3 pas en avance sur tout le monde dans la pièce. La réunion continua, mais Logan réalisa que quelque chose de fondamental avait changé. Le temps avait maintenant un rythme différent pour lui. Il ne se mesurait plus seulement en trimestres fiscaux et en objectifs de croissance. Il se mesurait en petits moments, 2 filles prenant le petit déjeuner dans sa cuisine, un cauchemar au milieu de la nuit, une promesse de rentrer à la maison. Quand il rentra enfin à l'appartement, il était déjà plus de 19 heures. Il trouva Tessa dans le salon, organisant de nouveaux vêtements qui étaient arrivés. Les filles étaient assises par terre, Hazel dessinant dans un carnet, Marley observant en silence. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda Logan en posant sa mallette sur le canapé. « Productive », répondit Tessa. « Nous avons acheté quelques articles de base, exploré l'appartement. Hazel a un talent pour le dessin, nous avons découvert. » Logan s'approcha pour voir ce que Hazel dessinait. C'était un portrait de Tessa, étonnamment détaillé pour une enfant de 7 ans. « C'est incroyable, Hazel. » Elle ne le remercia pas, se contenta de continuer à dessiner, mais Logan remarqua que ses épaules se détendaient un peu en entendant le compliment. Après le départ de Tessa, qui promit de revenir le lendemain matin, Logan essaya de maintenir une conversation pendant le dîner. Il demanda ce qu'elles avaient fait pendant la journée, si elles aimaient leurs nouveaux vêtements, si elles avaient besoin de quelque chose d'autre. Les réponses furent courtes, précises, sans émotion apparente. Mais il commençait à remarquer de petits signes. Comment Hazel se penchait légèrement vers sa sœur lorsqu'elle se sentait en insécurité, comment Marley surveillait les sorties de la pièce, comment elles semblaient toutes deux communiquer par des regards et de petits gestes. Ce n'était pas de la froideur qu'il voyait en elle, Logan réalisa que c'était de la protection. C'étaient les callosités qui se forment sur des blessures répétées. C'étaient des enfants qui avaient appris très tôt que le monde n'était pas sûr, que les adultes partent, que les promesses sont brisées. Logan commença à comprendre. Elles n'étaient pas froides, elles étaient endurcies. Et tandis qu'il les regardait manger tranquillement à sa grande table dans sa maison tranquille, il sentit une détermination grandir en lui. Ces filles méritaient plus que de simplement survivre. Elles méritaient de vivre, de faire confiance, peut-être même un jour de croire que tous les adultes ne disparaissent pas, que toutes les maisons ne sont pas temporaires. Il ne savait pas comment faire en sorte que cela se produise. Il ne savait pas s'il était la bonne personne pour essayer. Mais il savait, avec une certitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, qu'il était prêt à essayer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée d'Hazel et Marley dans l'appartement de Logan. 2 semaines de découverte, d'adaptation et d'apprentissage pour tous les 3. La première fois que Logan emmena les filles faire des achats de vêtements fut une révélation. Le centre commercial était énorme, plein de lumière, de musique et de gens. Les jumelles se figèrent à l'entrée, se tenant les mains si fort que leurs jointures blanchissaient. « Nous pouvons partir si vous voulez », proposa Logan, remarquant leur malaise. « Non », répondit Hazel après quelques secondes. « Nous pouvons le faire. » Dans le magasin pour enfants, la vendeuse sourit et s'approcha, parlant fort, posant des questions. Marley se cacha derrière sa sœur. Hazel resta immobile, les yeux alertes comme un petit animal prêt à fuir. Logan réalisa son erreur et fit signe aux vendeuses de reculer. « Allons-y doucement », dit-il aux filles. Regardez juste d'abord, d'accord. Elles hochèrent la tête, reconnaissantes de sa compréhension. Progressivement, elles commencèrent à se déplacer dans le magasin. Logan remarqua comment elles touchaient les tissus avec précaution, comment elles regardaient les prix, même sans les comprendre pleinement, comment elles se consultaient avant de montrer quelque chose qu'elles aimaient. « Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez, dit-il. Vous avez besoin de tout, pantalons, chemises, robes, pyjamas, manteaux, chaussures. » Les filles le regardèrent avec méfiance. « Tout ?» demanda Marley doucement. « Tout ?» confirma Logan. « Et ne vous inquiétez pas du prix. » Même avec cette permission, les choix des jumelles furent modestes. Des vêtements simples et pratiques, rien de tapac sans grave l'œil. Lorsque Logan suggéra une robe plus élégante, Hazel secoua la tête. « Nous n'avons pas besoin de ça. » Il n'insista pas. Il apprenait à ne pas forcer les choses, à respecter leur rythme, à comprendre que chaque choix portait le poids d'une vie qu'il commençait tout juste à comprendre. Sur le chemin du retour, elles passèrent devant un magasin de jouets. Logan s'arrêta devant la vitrine. « Voulez-vous entrer ?» Les filles échangèrent des regards, surprises par la question. « Pourquoi faire ?» demanda Hazel. La simplicité de la question prit Logan au dépourvu. « Pourquoi faire ?» Parce que les enfants aiment les jouets. Parce que jouer fait partie de l'enfance, parce que c'était normal. Mais normal pour lui n'était pas normal pour elle.
Pour choisir quelques jouets, répondit-il. Des choses pour que vous vous amusiez. L'idée de s'amuser semblait étrange aux jumelles. Dans la rue, il n'y avait pas de temps pour cela. Chaque instant était dédié à la survie. Pourrait-ce être des livres? Demanda Marley timidement. Bien sûr, sourit Logan. Les livres sont géniaux. Mais nous pouvons aussi regarder d'autres choses. Le magasin de jouets était un nouveau monde pour les filles. Leurs yeux s'écarquillèrent devant la quantité de couleurs, de formes et de possibilités. Logan les regarda avec fascination, essayant d'imaginer ce que ce serait de voir tout cela pour la première fois. Hazel fut attirée par un ensemble de crayons de couleurs et de carnets de dessin. Marley s'arrêta devant un globe qui s'illuminait. « Tu aimes la géographie ?» lui demanda Logan. Marley haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais c'est beau de voir le monde entier en même temps. » La réponse, si simple et si profonde, frappa Logan d'une manière inattendue. Bien sûr, une enfant qui avait vécu dans la rue, limitée à quelques pâtés de maisons sûres, s'émerveillerait à l'idée de voir le monde entier. Elles quittèrent le magasin avec les crayons et les carnets pour Hazel, le globe pour Marley, et aussi quelques livres pour enfants, 2 ours en peluche choisis par Logan, pas par elle, un jeu de société et un puzzle de 1000 pièces. À l'appartement, les filles ouvrirent les sacs avec précaution, comme si les cadeaux pouvaient disparaître à tout moment. Marley alluma le globe et regarda les lumières douces illuminer les continents. Hazel ouvrit le paquet de crayons et toucha chacun d'eux, sentant les couleurs avant même de les utiliser. « Merci », dit-elle finalement en regardant Logan. Ce n'était pas la première fois qu'elle le remerciait, mais il y avait quelque chose de différent cette fois-ci, quelque chose de plus authentique, moins automatique. « De rien », répondit Logan, sentant une boule dans la gorge. Cette nuit-là, après que les filles soient allées se coucher, Logan parla avec Tessa dans la cuisine. « Elle s'adapte », dit Tessa en rangeant la vaisselle propre. « Mais elles ont encore beaucoup de cicatrices. »« Des cicatrices que nous ne pouvons pas voir », soupira Logan. « Je sais. Et aujourd'hui au centre commercial, j'ai remarqué à quel point elles se tendent avec les bruits forts, avec les gens qui s'approchent trop vite. » Marley a failli paniquer quand un agent de sécurité est venu demander si nous avions besoin d'aide. « Hier, » continua Tessa, « j'ai trouvé Hazel mettant des morceaux de pain dans sa poche après le déjeuner. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit que c'était pour plus tard, au cas où la nourriture manquerait. » Logan ferma les yeux, ressentant une douleur qu'il ne se savait pas capable de ressentir, l'idée d'enfants s'inquiétant de leur prochain repas, d'enfants qui ne croyaient pas que la nourriture serait là quand ils auraient de nouveau faim. « Que puis-je faire, Tessa ?»« Ce que tu fais déjà, » répondit-elle. « Donne-leur du temps. Du temps sûr. » Les mots restèrent avec Logan longtemps après le départ de Tessa. C'était quelque chose dont il n'avait jamais eu besoin dans sa vie de privilège. La certitude que demain serait aussi sûr qu'aujourd'hui, que le sol ne disparaîtrait pas sous ses pieds, que les gens qui comptaient seraient toujours là. Les jours suivants, Logan réorganisa ses priorités. Il annula des voyages, reporta des réunions, délégua des tâches qu'il considérait autrefois essentielles. Son assistante au bureau était perplexe face au changement, mais Logan n'offrit aucune explication détaillée. Comment expliquer que 2 petits enfants étaient entrés dans sa vie et avaient tout bouleversé? À la maison, il apprit à gérer les besoins des filles, souvent par essai et erreur. Il découvrit que Marley se réveillait en sursaut au son du tonnerre, serrant sa sœur, tremblante. Il découvrit qu'Hazel devenait vigilante lorsque des étrangers entraient dans l'appartement, se positionnant toujours entre les visiteurs et Marley. Il découvrit qu'elles cachaient toutes les 2 de la nourriture, pas seulement du pain, mais des fruits, des biscuits, tout ce qui n'était pas périssable, à différents endroits de leur chambre. Il ne mentionna jamais ces cachettes. Il comprit que c'était une forme de contrôle, de sécurité. Au lieu de cela, il commença à laisser de petits paniers de fruits et de collations dans leur chambre, facilement accessibles. « Au cas où vous auriez faim pendant la nuit », disait-il avec désinvolture. Un après-midi, Logan rentra tôt du bureau et trouva le salon dans un chaos complet. Coussins sur le sol, livres éparpillés, feuilles de dessin partout. Au milieu de cette scène improbable, Hazel et Marley construisaient ce qui ressemblait à un fort avec des draps tendus entre le canapé et la table basse. Son premier instinct fut l'irritation, l'appartement avait toujours été un exemple d'organisation minimaliste. Mais ensuite, il entendit quelque chose qui était encore rare, le son du rire de Marley, léger et authentique. « Qu'est-ce qu'on construit ici ?» demanda-t-il en posant sa mallette sur une chaise. Les filles sursautèrent, leur rire s'évanouissant instantanément. « Désolé, » dit Hazel, commençant déjà à ranger les choses. « On va tout nettoyer. »« Non, » dit Logan rapidement. « Vous n'avez pas à nettoyer.
Je veux juste savoir si je peux aider. Elles le regardèrent, confuses. Tu n'es pas fâché? Demanda Marley. Pourquoi serais-je fâché? Parce qu'on a mis le désordre. Logan regarda autour de lui ce qu'il aurait auparavant considéré comme une invasion inacceptable de son ordre parfait. Maintenant, il ne voyait que des signes de vie, de présence, d'enfants étant des enfants. Je ne suis pas fâché, dit-il, et il réalisa que c'était vrai. En fait, je pense que ce fort a besoin de quelques oreillers de plus. Je peux en chercher dans ma chambre. Le soulagement sur leur visage fut comme un rayon de soleil après une tempête. Quand Logan revint avec les oreillers, il trouva Hazel ajustant l'un des draps qui servait de toit au fort. Ce sera plus stable si vous l'attachez ici, suggéra-t-il en désignant la lampe à côté du canapé. Ensemble, les trois travaillèrent sur la structure du fort. Logan tenait les draps pendant qu'Hazel donnait des instructions et que Marley organisait l'intérieur avec des coussins et des oreillers. « Qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur du fort ?» demanda-t-il quand elles eurent fini. « Lire » répondit Marley en prenant l'un des livres achetés au magasin de jouets. « On peut lire des histoires. » Ils se serrèrent à l'intérieur du fort. Logan se pencha dans une position inconfortable pour tenir dans l'espace, les filles assises en tailleur devant lui. Marley lui tendit le livre, une collection de contes populaires de diverses parties du monde. « Tu veux lire » demanda-t-elle. « Bien sûr » répondit Logan en ouvrant le livre. « Quelle histoire voulez-vous entendre en premier » Hazel désigna une illustration colorée d'un oiseau de feu. « Celle-là. » Logan commença à lire, sa voix emplissant le petit espace douillet qu'ils avaient créé ensemble. Il remarqua comment les filles se détendaient progressivement, comment leurs épaules se relâchaient, comment leurs yeux perdaient cette vigilance constante. Pendant un instant, elles n'étaient que des enfants écoutant une histoire, en sécurité à l'intérieur de leur fort improvisé. Quand il eut fini la première histoire, il leva les yeux et vit que Marley s'était endormie, la tête posée sur un oreiller, le visage serein comme il l'était rarement quand elle était éveillée. Hazel la regardait avec un regard protecteur que Logan connaissait bien. « Elle dort » murmura Hazel. « Oui » murmura Logan en retour. « Tu veux que je t'en lise une autre » Hazel hésita, puis hocha la tête. Tandis qu'il lisait la deuxième histoire, Logan réalisa quelque chose d'important, il était heureux. Non pas le genre de bonheur qu'il ressentait en concluant une grosse affaire ou en étant reconnu pour ses réalisations professionnelles. C'était quelque chose de plus simple et en même temps de plus profond, quelque chose qui avait à voir avec ce fort improvisé, avec le doux son de la respiration endormie de Marley, avec les yeux attentifs d'Hazel suivant chaque mot qu'il lisait. Cette nuit-là, quand Tessa arriva pour préparer le dîner, elle les trouva tous les trois encore dans le fort. Logan s'était aussi endormi, un livre ouvert sur sa poitrine, les filles recroquevillées de chaque côté de lui comme des chatons cherchant la chaleur. Tessa ne les réveilla pas. Au lieu de cela, elle prit une photo avec son téléphone, la première image d'eux ensemble, le premier souvenir tangible de cette nouvelle configuration encore sans nom. Les jours suivants, Logan commença à remarquer de subtils changements dans son propre comportement. Au bureau, il se surprenait à regarder sa montre fréquemment, impatient de rentrer à la maison. Quand son directeur financier raconta une blague, il rit, chose rare dans le passé. Lors d'une réunion avec des investisseurs, il montra des photos des filles construisant le fort, surprenant tout le monde avec ce côté personnel qu'il n'avait jamais révélé auparavant. « Tu es différent », commenta son plus ancien associé après une réunion. « Différent comment » demanda Logan. « Je ne sais pas, plus humain. » Logan y réfléchit en rentrant chez lui. Il était différent. Il se sentait différent. Sa vie, autrefois si organisée et prévisible, avait maintenant des surprises quotidiennes. Un dessin fait spécialement pour lui, une question inattendue pendant le dîner, un fort dans le salon quand il s'y attendait le moins. Et il adorait ça. À l'appartement, il trouva les filles dans la cuisine avec Tessa, aidant à préparer le dîner. Hazel coupait des légumes avec une concentration absolue, Marley comptait les couverts pour mettre la table. « Je suis rentré » annonça-t-il en posant sa mallette sur le comptoir. Les filles le regardèrent. Elles ne coururent pas pour le serrer dans leurs bras, ne crièrent pas de joie. Elles n'en étaient pas encore là. Mais il y avait quelque chose dans leurs yeux, une lueur de reconnaissance, peut-être même de satisfaction de le voir. « Salut » dit Hazel. « Nous faisons des pâtes » dit Marley. « Ça a l'air super » répondit Logan, sentant une vague de ce à quoi il n'avait pas de nom. Ce sentiment, c'était comme appartenir, comme arriver dans un endroit où il était attendu, où sa présence comptait. Plus tard, après que les filles soient allées se coucher, Logan s'assit dans le salon, maintenant rangé mais gardant encore des traces du fort démonté.
Il prit un des dessins d'Hazel, laissé sur la table basse. C'était un portrait des trois, Logan au milieu, Hazel et Marley de chaque côté. Elle ne se tenait pas la main sur le dessin, elle ne souriait pas de manière exagérée comme dans les illustrations pour enfants typiques. Elles étaient juste ensemble, côte à côte, sous le même toit. Logan passa ses doigts sur le dessin, sentant la texture du papier, les marques des crayons de couleur. Quelque chose se passait en lui, quelque chose qu'il n'avait pas prévu, quelque chose pour lequel il n'était pas préparé. Il ne savait pas comment appeler ce nouveau sentiment, mais il savait ce qu'il ressentait, ses filles comptaient. Elles comptaient plus que n'importe quelle entreprise, n'importe quel contrat, n'importe quel chiffre sur son compte en banque. Il rangea soigneusement le dessin dans sa mallette pour l'emporter au bureau le lendemain, un rappel visible que sa vie avait maintenant un but différent, un rythme différent, un sens différent. Les cicatrices invisibles des filles étaient toujours là, la peur des bruits soudains, la méfiance envers les étrangers, la faim contenue dans leurs yeux. Logan savait qu'il faudrait du temps, peut-être des années, pour que ces cicatrices commencent à s'estomper. Mais maintenant, il comprenait que le temps était exactement ce qu'il pouvait leur offrir, du temps sûr, des jours prévisibles, des routines fiables, la certitude que le sol ne disparaîtrait pas sous leurs pieds, et dans le processus de leur offrir cela, il recevait quelque chose d'aussi précieux, la chance d'être plus qu'un homme d'affaires prospère, la chance d'être important dans la vie de quelqu'un, non pas pour ce qu'il possédait, mais pour ce qu'il pouvait donner. Non pas de l'argent ou des choses, mais de la présence, de la constance, de la sécurité. Les filles transformaient Logan autant qu'il espérait transformer leur vie. C'était un échange silencieux, non déclaré, mais profondément significatif. Il ne savait toujours pas où ce voyage les mènerait, mais il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière, et pour la première fois depuis longtemps, il ne voulait pas contrôler l'avenir, planifier chaque étape. Il voulait juste être présent, jour après jour, construisant quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé désirer, une famille. Tout commença par une toux, petite, sèche, presque imperceptible. Logan ne la remarqua que parce que Marley tenta de l'étouffer pendant le dîner, couvrant sa bouche avec sa main et évitant de faire du bruit. « Tout va bien ?» demanda-t-il, voyant qu'elle touchait à peine sa nourriture. « Oui » répondit Marley rapidement, mais Hazel lança un regard inquiet à sa sœur. « Elle tousse depuis le début de la journée, » dit Hazel. « C'est juste une toux » insista Marley, clairement mal à l'aise avec l'attention. Logan n'insista pas. Ces dernières semaines, il avait appris que faire pression sur les filles fonctionnait rarement. Au lieu de cela, il observa Marley plus attentivement pendant le reste de la soirée. Il remarqua à quel point elle semblait plus calme que d'habitude, à quel point sa peau était plus pâle, à quel point elle se recroquevillait parfois comme si elle avait froid malgré la chaleur de l'appartement. Quand il les mit au lit, il toucha légèrement le front de Marley comme par hasard. C'était chaud, pas alarmant, mais certainement plus chaud que la normale. « Si tu ressens quoi que ce soit pendant la nuit, appelle-moi » dit-il en essayant de paraître désinvolte. Marley hocha la tête, déjà blottie sous les couvertures. Hazel resta assise sur son propre lit, vigilante, regardant sa sœur avec des yeux qui semblaient calculer les risques, évaluer les dangers. Logan hésita à la porte, réticent à partir. Il y avait quelque chose dans l'expression d'Hazel qui le mettait mal à l'aise. « Hazel, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» La fille resta silencieuse un instant, tiraillée entre la loyauté envers sa sœur et l'inquiétude croissante. « Elle tombe parfois malade, » dit finalement Hazel d'une voix basse. Dans sa poitrine, elle a du mal à respirer. Le cœur de Logan se serra. « Asthme ?» Hazel haussa les épaules. « Nous ne connaissons pas le nom, mais elle est déjà allée à l'hôpital une fois avant que leurs parents ne meurent, avant la rue, avant tout. »« Je la surveillerai, » promit Logan. « Si ça empire, fais-le-moi savoir immédiatement, quelle que soit l'heure. » C'est à 3 heures du matin que Logan se réveilla, alerté par Hazel se tenant à côté de son lit, une petite silhouette dans la faible lumière de la pièce. « C'est Marley, » dit-elle, et il y avait de l'urgence dans sa voix habituellement contrôlée. « Elle n'arrive pas à respirer correctement. » Logan sauta du lit et se précipita dans la chambre des filles. Marley était assise, haletante, le visage rouge et en sueur, les yeux effrayés. Chaque respiration semblait exiger un effort énorme, produisant un sifflement aigu que Logan pouvait entendre même depuis l'entrée. « Nous allons à l'hôpital, » dit-il sans hésitation. Il n'y eut aucune protestation. Logan prit Marley dans ses bras, elle brûlait de fièvre maintenant, tandis qu'Hazel enfilait déjà ses chaussures et prenait un manteau. « J'appelle le chauffeur, » dit Logan en saisissant son téléphone. « Nous n'avons pas le temps, » répondit Hazel avec une certitude qui ne laissait aucune place à la discussion. « Il faut y aller maintenant. »
Logan ne posa pas de questions. Portant Marley, il descendit avec les filles au garage de l'immeuble, les installa dans sa voiture et traversa la ville endormie comme si sa vie en dépendait. Sur la banquette arrière, Hazel tenait la main de sa sœur, murmurant des mots que Logan ne pouvait pas entendre. L'hôpital était silencieux quand ils arrivèrent. Aux urgences, une infirmière évalua rapidement Marley et l'emmena à l'intérieur, laissant Logan et Hazel dans la salle d'attente. « Elle ira bien », dit Logan, essayant d'avoir l'air confiant. Hazel le regarda avec des yeux qui semblaient beaucoup plus âgés que ses 7 ans. « Tu ne sais pas. » Elle avait raison, il ne savait pas. Il ne connaissait pas les antécédents médicaux de Marley, il ne savait pas ce qui s'était passé les autres fois, il ne savait pas quels traitements fonctionnaient et lesquels non. Ils s'assirent côte à côte sur les chaises en plastique. Logan essaya de remplir le formulaire d'admission, mais il y avait tant de blancs, date de naissance exacte, antécédents médicaux, allergies, informations que les parents connaissent normalement sur leurs enfants. Son anniversaire est le même jour que le mien, dit Hazel en regardant le formulaire. Le 15 mars. Et avez-vous des allergies que vous connaissez? Hazel secoua la tête. Je ne crois pas, mais Marley tombe toujours malade en hiver, dans sa poitrine. Logan nota tout, de petits morceaux d'un puzzle qui avait encore de nombreuses pièces manquantes. 1 heure passa, puis 2. Hazel resta éveillée, ses yeux fixés sur la porte par laquelle Marley avait disparu. Elle ne pleura pas, ne se plaignit pas, attendit juste avec une patience que les enfants de 7 ans ne possèdent normalement pas. Finalement, un médecin apparut. « Monsieur Hart, je suis le docteur Chen, je m'occupe de Marley. » Logan se leva, Hazel immédiatement à ses côtés. « Comment va-t-elle » ? « Stable maintenant. Elle a eu une grave crise d'asthme compliquée par une infection respiratoire. Sa fièvre est contrôlée et nous traitons l'infection avec des antibiotiques. Elle devra rester hospitalisée pendant au moins 24 heures pour observation. »« Pouvons-nous la voir » demanda Hazel, sa voix petite mais ferme. Le médecin lui sourit. « Oui, bien sûr, elle vous demande. » Ils suivirent le médecin dans des couloirs calmes jusqu'à une chambre où Marley était allongée dans un lit qui semblait trop grand pour son petit corps. Elle avait un moniteur cardiaque connecté à son doigt et un masque à oxygène sur son visage, mais ses yeux s'illuminèrent quand elle vit sa sœur et Logan. Hazel courut au chevet, tenant la main libre de Marley. Elle ne dit rien, elle n'en avait pas besoin. La communication entre elles allait au-delà des mots. « Je vous laisse un peu, » dit le docteur Chen. « Appuyez sur le bouton si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Quand le médecin partit, Logan tira une chaise à côté du lit. « Comment te sens-tu, Marley ?» Elle fit un petit geste de la main comme pour dire ça va. Ses yeux, cependant, semblaient plus calmes, la peur initiale remplacée par la fatigue. « Tu as besoin de te reposer, » dit Logan. « Nous resterons ici avec toi. » Marley hocha légèrement la tête et ferma les yeux. Sa respiration, toujours aidée par l'oxygène, semblait plus facile maintenant. Les premières heures du matin passèrent lentement. Logan resta sur la chaise, observant les filles. Hazel était montée dans le lit à côté de sa sœur, attentive à ne toucher aucun tube ou fil. Finalement, toutes les deux s'endormirent, Hazel avec un bras protecteur sur Marley, même dans le sommeil, maintenant sa garde. Dans le silence de la chambre d'hôpital, éclairée seulement par la faible lueur des moniteurs, Logan regarda les deux si petites dans le grand lit, si vulnérables et en même temps si fortes ensemble. Le lien entre elles était palpable, quelque chose forgé non seulement par les liens du sang, mais par des expériences partagées, par des douleurs vécues côte à côte, par une compréhension mutuelle qui allait au-delà des mots. Elles n'étaient que des enfants, mais elles avaient déjà construit quelque chose que beaucoup d'adultes n'atteindraient jamais. Un lien incassable, une loyauté absolue, une compréhension qui n'avait pas besoin d'explication. Logan ressentit une vague d'émotion si intense qu'il dut détourner le regard un instant. Quand il regarda de nouveau les filles, une prise de conscience le frappa de plein fouet. Elles avaient déjà leur propre monde, un monde construit entre elles deux, un monde qui avait survécu à la rue, à la faim, à l'abandon. Elles n'avaient pas besoin de lui pour créer quelque chose de nouveau pour elles. Elles avaient juste besoin d'un endroit sûr pour abriter le monde qu'elles avaient déjà créé. Un toit, des murs, de la chaleur, de la nourriture, de la sécurité. Des choses de base qui n'auraient jamais dû leur être refusées. Et peut-être qu'avec le temps, avec de la patience, elles le laisseraient entrer aussi dans ce monde, non pas pour le changer ou le contrôler, mais pour en faire partie, pour l'ajouter à l'équation parfaite qui existait déjà entre elles. L'infirmière entra pour vérifier les signes vitaux de Marley, se déplaçant silencieusement pour ne pas réveiller les filles. Elle écrivit quelque chose sur le tableau et sourit à Logan. « Belle famille » commenta-t-elle doucement. «
Logan ne la corrigea pas. Famille. Le mot résonna dans son esprit, étranger et en même temps étrangement juste. Quand l'infirmière partit, il retourna observer les jumelles endormies. Hazel s'était inconsciemment rapprochée de sa sœur, comme si même dans le sommeil, elle avait besoin d'être sûre que Marley allait bien, qu'elle respirait. Logan pensa à toutes les nuits qu'elles avaient dû passer ainsi, seules, se protégeant mutuellement, sans personne pour les protéger toutes les deux. L'idée le blessa physiquement. « Plus jamais », murmura-t-il dans la chambre presque vide. « Vous ne serez plus jamais seul. » C'était une promesse à elle, à lui-même, à l'univers qui avait mis ses enfants sur son chemin. Une promesse qui, il le savait, changerait sa vie pour toujours, et qu'il ne regretta pas une seule seconde. Le soleil commença à se lever, envoyant les premiers rayons à travers la fenêtre de l'hôpital. Un nouveau jour, le début de quelque chose que Logan ne comprenait pas encore entièrement, mais qu'il ressentait avec une certitude absolue. Elles avaient déjà un monde, maintenant elles auraient une maison pour l'abriter. 3 jours plus tard, Marley sortit de l'hôpital. La peur était passée, mais elle avait laissé ses marques, non seulement dans les recommandations médicales que Logan conservait soigneusement, mais aussi dans la dynamique entre les trois. Quelque chose avait changé pendant ces nuits à l'hôpital. Une barrière invisible était tombée, peut-être la peur partagée, peut-être la vulnérabilité révélée, ou simplement le temps passé ensemble dans un moment de crise. Quoi qu'il en soit, Logan sentait qu'ils avaient franchi un seuil important. De retour à l'appartement, ils établirent une nouvelle routine. Marley devait utiliser un inhalateur 2 fois par jour et prendre des antibiotiques pendant une semaine supplémentaire. Logan réorganisa son emploi du temps pour être présent à chaque dose, chaque repas, chaque moment important. Un après-midi tranquille, tandis que Marley se reposait sur le canapé en feuilletant un atlas que Logan lui avait acheté, Hazel s'approcha de lui dans la cuisine. Elle était sérieuse, comme toujours quand elle avait quelque chose d'important à dire. « Logan », commença-t-elle, utilisant son nom, quelque chose qui sonnait encore formel dans sa voix, mais qui était un pas en avant par rapport au premier jour où elle l'appelait à peine. « Est-ce qu'un jour on va étudier ?» La question le prit au dépourvu. Au milieu de toutes les préoccupations concernant la santé, la sécurité et le bien-être de base, l'éducation formelle n'avait pas été sa priorité immédiate. « Voulez-vous étudier ? Aller à l'école ?» Hazel hocha la tête, ses yeux révélant une intensité que Logan connaissait bien. « Nous savons lire un peu. Maman nous a appris avant qu'elle ne parte. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. » Logan s'assit à la table de la cuisine et fit signe à Hazel de s'asseoir aussi. Elle obéit, posant ses petites mains sur la surface polie de la table. « Voudriez-vous aller à l'école, toutes les deux ?» « Oui », répondit Hazel sans hésitation. Marley voulait être médecin quand elle était plus jeune, après ce qui est arrivé à maman. Et les médecins doivent beaucoup étudier. La simplicité de la déclaration, la clarté du rêve d'enfant qui avait survécu même à la rue, frappa Logan comme un coup de poing. Ces filles n'avaient pas seulement perdu un toit, de la nourriture, de la sécurité. Elles avaient perdu l'accès à l'avenir que tous les enfants méritent d'imaginer pour eux-mêmes. « Et toi ?» demanda-t-il. « Que voudrais-tu être ?» Hazel haussa les épaules, comme si elle n'avait jamais vraiment envisagé la question. « Je ne sais pas. Mais je veux tout apprendre pour pouvoir mieux m'occuper de Marley. Toujours sa sœur en premier, toujours le rôle de protectrice. »« Je m'en occuperai, » promit Logan. « Je vais faire des recherches sur les écoles, voir ce qu'il faut pour vous inscrire. » Les yeux d'Hazel s'illuminèrent d'une manière qu'il voyait rarement. « K.O. Je commence aujourd'hui. » Commença ses recherches. Il réalisa rapidement que la situation était plus compliquée qu'il ne l'imaginait. Pour inscrire les filles dans une école, il aurait besoin de documents, certificats de naissance, dossiers de vaccination, preuves de résidence antérieure, bulletins scolaires. Des documents qui n'existaient peut-être pas, ou si oui, étaient inaccessibles. Logan appela son avocat, le réveillant malgré l'heure tardive. « Michael, j'ai besoin de ton aide pour une affaire délicate. » Il expliqua la situation, les filles, leur histoire, le manque de documentation. « Logan, » répondit Michael après un long silence, « réalises-tu la situation juridique dans laquelle tu t'es mis ? Tu as 2 enfants d'origine inconnue qui vivent chez toi sans aucune tutelle légale. Cela pourrait être interprété comme... » « Je sais exactement comment cela peut être interprété, » l'interrompit Logan, « mais je ne le regrette pas. Elles avaient besoin d'aide, j'ai aidé. Maintenant, j'ai besoin de légaliser la situation pour qu'elles puissent étudier, avoir accès aux soins de santé, avoir une vie normale. Ce sera un processus long et compliqué. D'abord,
nous devons trouver tous les documents officiels les concernant, savoir si elles ont été enregistrées à la naissance, si elles ont fréquenté une école, si elles ont d'autres parents vivants. Ensuite, nous devons déterminer leur statut juridique actuel et demander une tutelle temporaire pour toi pendant que le processus se déroule. Combien de temps cela prendra-t-il? Des mois, dans le meilleur des cas, peut-être des années. Logan ferma les yeux, sentant le poids de la bureaucratie, des lois créées pour protéger des enfants qui, dans ce cas précis, pourraient finir par leur nuire. Qu'en est-il de l'école? Elles ne peuvent pas attendre des années. Il existe des écoles alternatives, des programmes d'enseignement à domicile, des options temporaires jusqu'à ce que nous légalisions la situation. Je vais faire des recherches et t'envoyer des options demain. Quand il raccrocha, Logan resta dans le salon sombre, réfléchissant. La simple question d'Hazel avait ouvert une porte vers un avenir qu'il n'avait pas encore pleinement envisagé, un avenir où les filles grandiraient, apprendraient, développeraient leurs propres rêves et ambitions. Un avenir qui allait bien au-delà du lendemain, du prochain repas. Pour la première fois, Logan se permit d'imaginer cet avenir en détails concrets. Hazel et Marley en uniforme scolaire, portant des sacs à dos, Marley grandissant, devenant peut-être vraiment médecin un jour, Hazel découvrant ce qu'elle voulait au-delà de la protection de sa sœur, toutes les deux développant des amitiés, participant à des activités, ayant une enfance normale. Ou aussi normale que possible compte tenu de tout ce qu'elles avaient déjà traversé. C'était un avenir qu'il désirait désespérément pour elles, et il était prêt à affronter toute bureaucratie, tout système pour en faire une réalité. Les jours suivants, Logan se plongea dans la recherche et les réunions. Il visita des écoles privées où le manque de documentation pouvait être temporairement contourné. Il parla avec des spécialistes de l'enseignement à domicile. Il engagea des tuteurs pour évaluer le niveau scolaire actuel des filles. L'évaluation révéla ce qu'il soupçonnait déjà, bien qu'elles soient capables de lire à un niveau de base, elles avaient de grandes lacunes dans leur éducation. Des années dans la rue leur avaient volé le temps de classe que les autres enfants tenaient pour acquis. En attendant que les processus juridiques avancent, Logan transforma l'une des chambres de son appartement en espace d'études. Il remplit des étagères de manuels, de livres d'histoire, d'encyclopédies, d'atlas. Il acheta un tableau blanc, des bureaux confortables, toutes sortes de fournitures scolaires. Le premier jour avec la tutrice, une jeune enseignante nommée Elena, les filles entrèrent dans la salle d'études avec un mélange de nervosité et de fascination. « Tout ça, c'est pour nous ?» demanda Marley en regardant les livres colorés. « Tout » confirma Logan. Elena vous aidera à apprendre pour que, lorsque vous entrerez à l'école, vous soyez prête. Les premières semaines d'études furent une révélation pour tous. Logan, chaque fois que possible, assistait aux leçons, observant comment les filles absorbaient les connaissances avec un empressement qui surprit même Elena. Elles ont une capacité de concentration incroyable, commenta la tutrice un jour. Surtout Hazel. Je n'ai jamais vu une enfant aussi déterminée à apprendre. Mais il y avait aussi des défis. Parfois, Marley se frustrait avec les calculs mathématiques et se retirait dans un silence obstiné. Hazel s'irritait parfois quand elle ne comprenait pas un concept immédiatement, comme si l'échec n'était pas une option. C'est lors d'un de ces moments difficiles que Logan découvrit le pouvoir des livres, non pas des manuels, mais des livres d'histoire. Marley avait passé une matinée particulièrement frustrante à essayer de comprendre les fractions. Après le déjeuner, elle refusa de retourner dans la salle d'études, se cachant dans sa chambre. Hazel, tiraillée entre sa propre leçon et l'inquiétude pour sa sœur, était visiblement tendue. Logan demanda à Elena de faire une pause et se rendit dans la chambre des filles, où il trouva Marley recroquevillée sur le lit, regardant par la fenêtre. « Je peux entrer ?» demanda-t-il doucement. Elle haussa les épaules sans le regarder. Logan s'assit sur le bord du lit. « Les maths peuvent être difficiles. »« Je suis bête » murmura Marley. « Non, tu ne le es pas » répondit Logan d'une voix ferme mais douce. « Tu es extrêmement intelligente. Tu apprends juste quelque chose de nouveau, quelque chose que tu n'as jamais eu l'occasion d'apprendre auparavant. » Marley continua de regarder par la fenêtre, inconsolable. Logan regarda autour de la pièce, cherchant quelque chose qui pourrait l'aider. Ses yeux se posèrent sur la petite bibliothèque dans le coin. Il se leva, prit un mince volume coloré et retourna au lit. Et si on faisait une pause histoire ? Le livre parlait d'une fille qui découvrait un jardin secret. Logan commença à lire, sa voix calme emplissant la pièce. Progressivement, Marley se tourna pour regarder les illustrations. Après quelques minutes, Hazel apparut à la porte, attirée par l'histoire. Logan lui fit signe de se joindre à eux. Les trois s'assirent sur le lit, absorbés par le monde créé par les mots.
Quand Logan termina le premier chapitre, Marley était complètement absorbée. Va-t-elle pouvoir faire repousser le jardin ? Demanda-t-elle, ses yeux pétillant maintenant de curiosité. Il faudra lire la suite pour le savoir, sourit Logan. Mais tu sais ce qui est intéressant ? Pour prendre soin d'un jardin, il faut comprendre un peu les maths. Comment ça ? Demanda Hazel. Parce que, eh bien, il faut mesurer l'espace entre les plantes, calculer la quantité d'engrais à utiliser, diviser les graines. Le visage de Marley montra de la compréhension. Comme des fractions. Exactement comme des fractions. Après ce jour, les livres devinrent une partie essentielle de leur routine, non seulement comme outil d'apprentissage, mais comme pont entre les mondes, comme réconfort dans les moments difficiles, comme espace sûr où elles pouvaient explorer les émotions sans se sentir vulnérables. Logan leur lisait tous les soirs avant de se coucher. Elles commencèrent par des histoires simples, puis passèrent aux classiques pour enfants, chaque livre ouvrant de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités. « Pouvons-nous visiter une bibliothèque un jour ?» demanda Hazel après avoir terminé un livre sur une fille qui aimait lire. « Bien sûr », répondit Logan. « Il y a une merveilleuse bibliothèque pour enfants en centre-ville. » La visite de la bibliothèque fut une étape importante. Les filles marchaient parmi les hautes étagères avec le même respect que certaines personnes réservent au temple. Quand la bibliothécaire expliqua qu'elle pouvait emporter des livres chez elle, les emprunter, les lire, les rendre et en prendre d'autres, leurs yeux s'écarquillèrent devant la possibilité. « Combien pouvons-nous en prendre ?» demanda Marley. « 3 chacune pour commencer ?» sourit la bibliothécaire. Elles prirent leur sélection de livres très au sérieux, passant des heures à comparer les options, à lire les premières pages, à discuter entre elles à voix basse. Logan les regardait de loin, émerveillé par la transformation. C'étaient les mêmes filles qui, il y a des mois, portaient des briques sur un chantier de construction. Le processus juridique suivit son cours lent. Michael, l'avocat, avait réussi à localiser les certificats de naissance des filles et à confirmer qu'il n'y avait pas de parents proches vivants. Leurs parents, comme les filles l'avaient dit, étaient morts, leur mère d'une maladie, leur père dans un accident peu après. Il n'y avait pas de grands-parents, de tantes, d'oncles ou d'autres membres de la famille qui pouvaient les réclamer. « Nous progressons », dit Michael lors d'une de leurs réunions. « J'ai obtenu une audience préliminaire avec le juge du tribunal de la famille pour le mois prochain. Nous demanderons officiellement la tutelle temporaire et après cela, demanda Logan. Si tout se passe bien, tu auras la tutelle légale temporaire. Ensuite, nous pourrons commencer le processus d'adoption, si c'est ce que tu veux. » Le mot resta en suspens dans l'air, adoption, permanent, pour toujours. Logan ne répondit pas immédiatement. C'était un grand pas, une responsabilité à vie. Était-il prêt? Était-ce le mieux pour les filles? Un samedi matin, quelques semaines plus tard, Logan se réveilla plus tard que d'habitude. La maison était silencieuse, mais pas de la manière vide qu'elle avait l'habitude d'être. C'était un silence confortable, habité. En entrant dans le salon, il découvrit une scène qui resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Hazel dormait sur le canapé, un livre ouvert sur sa poitrine, son visage serein comme il l'était rarement quand elle était éveillée. Dans le coin de la pièce, près de la fenêtre, Marley jouait avec le globe qu'il avait acheté, le faisant tourner lentement et riant toute seule quand elle trouvait des noms de lieux difficiles à prononcer. La lumière du matin entrait par les fenêtres, créant une image presque irréelle de paix domestique. Logan s'arrêta à l'entrée, ne voulant pas briser le moment. C'est alors qu'il le sentit, un serrement dans sa poitrine, différent de tout ce qu'il avait jamais ressenti. Ce n'était pas de la douleur, ce n'était pas de l'anxiété. C'était quelque chose de bon, de plein, de complet, quelque chose qui n'avait pas de nom mais qu'il reconnut immédiatement comme juste. Et au milieu de ce sentiment, une idée émergea, claire, simple, évidente. Et si elle restait avec moi, pour de bon? L'idée de l'adoption vint sans prévenir, comme un éclair dans un ciel clair. Pendant un instant, elle le surprit par sa force, par ses implications. Lui, Logan Hart, un homme qui avait toujours vécu pour le travail, pour les réussites, pour la prochaine grande affaire, un père pour 2 filles, responsable non seulement de les nourrir et de les héberger temporairement, mais de les élever, de les guider jusqu'à l'âge adulte. Marley remarqua sa présence et sourit, un de ces sourires rares et précieux qui était toujours une victoire quand il apparaissait. « Regarde, Logan, j'ai trouvé où nous sommes », dit-elle en désignant un point sur le globe. Il s'approcha, s'agenouilla à côté d'elle et regarda où son petit doigt pointait. « Oui, c'est exactement là où nous sommes », confirma-t-il. Marley fit lentement tourner le globe. « Et il y a tant d'endroits que nous n'avons jamais vus. »« Peut-être qu'un jour vous les verrez, » répondit Logan.
nous pouvons voyager, visiter d'autres pays, d'autres cultures. Nous, demanda Marley, les yeux fixés sur lui, cherchant la confirmation de quelque chose qu'elle osait à peine espérer. Oui, dit Logan, et à ce moment-là, il sut que c'était déjà décidé. Nous, ensemble. Le sourire de Marley s'élargit, et elle recommença à faire tourner le globe, pointant maintenant des lieux lointains et demandant « Pouvons-nous aller ici ? Et ici ?» Logan répondit à chaque question, tandis que dans son esprit, il esquissait déjà les prochaines étapes. Il appellerait Michael aujourd'hui. Il accélérerait le processus. Il ferait tout ce qu'il faudrait, le possible et l'impossible, parce que ces filles qui étaient entrées dans sa vie par hasard étaient maintenant son monde, et il voulait être le leur, pas temporairement, pas comme une solution provisoire, mais pour toujours. Famille. Le mot qui autrefois sonnait étrange semblait maintenant le seul possible. Le tribunal de la famille était imposant, avec ses colonnes de marbre et ses escaliers apparemment interminables. Logan, dans son costume le plus formel, monta les marches avec détermination. À ses côtés, Michael, son avocat, portait une mallette pleine de documents soigneusement organisés. Le juge Peterson est connu pour être extrêmement strict dans les affaires d'adoption, commenta Michael doucement. Ne vous laissez pas intimider par ces questions. Les filles étaient restées à la maison avec Tessa. Cette audience initiale était réservée aux adultes, une décision que Logan contesta mais accepta finalement après que Michael lui ait expliqué que c'était une procédure standard. La salle d'audience était austère, dominée par une lourde table en bois où le juge Peterson, un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux gris courts et aux lunettes à monture fine, examinait les documents avec une expression sévère. « Monsieur Hart, » commença le juge après les formalités initiales, « je suis en train d'examiner votre demande d'adoption de Hazel et Marley Lewis, des jumelles de 7 ans, n'est-ce pas ? » Oui, votre honneur. Je dois observer que les circonstances de cette affaire sont inhabituelles. Vous avez trouvé ces enfants sur un chantier de construction et les avez accueillis dans votre résidence sans en informer immédiatement les autorités. Cela ne suit pas le protocole établi. Logan sentit son estomac se serrer. Ainsi présentées, ces actions semblaient imprudentes, voire suspectes. Votre honneur, je reconnais que je n'ai pas suivi les procédures appropriées au début. Les filles étaient en danger imminent, malnutries, travaillant illégalement, sans surveillance. Ma principale préoccupation était d'assurer leur sécurité et leur bien-être fondamentaux. Compréhensible, mais problématique d'un point de vue légal, répondit le juge en feuilletant d'autres documents. Je vois également que vous êtes célibataire, n'avez jamais été marié, sans enfant auparavant ni expérience significative avec les enfants. Correct ? Oui, votre honneur. Et jusqu'à récemment, vous travaillez régulièrement plus de 70 heures par semaine en tant que PDG de Hat Technologies. J'ai considérablement réduit mes heures de travail. Je travaille actuellement environ 40 heures par semaine, avec un horaire flexible qui me permet d'être présent pour les filles. Le juge l'étudia par-dessus ses lunettes. Monsieur Hart, élever un enfant est une immense responsabilité. Élever 2 enfants, surtout des enfants qui ont subi un traumatisme important, est exponentiellement plus difficile. Le tribunal doit être absolument certain que vous comprenez l'engagement que vous prenez. Je comprends parfaitement, votre honneur. Au cours des 6 derniers mois, en outre, l'interrompit le juge, il y a le problème de la documentation incomplète. Bien que nous ayons réussi à localiser les certificats de naissance, de nombreux dossiers médicaux et éducatifs sont manquants. C'est parce qu'elles vivaient dans la rue après la mort de leurs parents, expliqua Logan, gardant son calme malgré la frustration croissante. Elles n'ont pas fréquenté l'école régulièrement, elles n'ont pas reçu de soins médicaux appropriés. Ces lacunes dans la documentation sont une conséquence des circonstances, pas une raison de leur refuser un foyer permanent maintenant. Le juge posa ses coudes sur la table, croisant les doigts. Monsieur Hart, je dois considérer toutes les options disponibles pour ces enfants. Quelles options seraient-elles exactement ? Demanda Logan, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Une possibilité serait de les placer temporairement dans des familles d'accueil séparées, avec des familles expérimentées dans l'éducation d'enfants traumatisés, pendant que nous évaluons plus profondément leur situation. Séparés ? Logan ne put cacher son choc. Votre honneur, ce serait dévastateur pour elles. Hazel et Marley ont un lien extraordinaire. Les séparer, même temporairement, causerait un traumatisme supplémentaire complètement inutile. Trouver un foyer pouvant accueillir 2 enfants n'est pas toujours simple, expliqua le juge avec une froideur clinique. Parfois, des décisions difficiles sont nécessaires pour
Avec tout le respect que je vous dois, interrompit Logan, puis se corrigea rapidement. Pardonnez-moi, votre honneur, mais je dois insister sur le fait que la séparation d'Hazel et Marley serait préjudiciable à leur développement. Elles ont déjà perdu leurs parents. La seule constante dans leur vie a été l'une l'autre. Le juge ferma le dossier devant lui, son visage impénétrable. Je vais examiner tous les aspects de cette affaire avec soin. En attendant, je demanderai des visites supplémentaires des travailleurs sociaux à votre résidence et des entretiens avec les filles. Nous avons besoin d'une évaluation complète avant toute décision permanente. L'audience se termina sur cette note d'incertitude. Sur le chemin du retour, l'esprit de Logan était fixé sur un seul mot, séparé. L'idée était insupportable. Quand il arriva à l'appartement, il remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Hazel était assise seule sur le canapé, les mains jointes sur ses genoux, les yeux rouges. Tessa apparut de la cuisine avec une expression inquiète. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Logan, sentant son cœur se serrer. « Hazel a entendu une partie de ma conversation téléphonique avec votre secrétaire », expliqua Tessa doucement. « Sur l'audience et les complications possibles. »« Où est Marley ?»« Dans sa chambre. » Hazel a insisté pour te parler en premier. Logan s'assit à côté d'Hazel, gardant une petite distance, respectant son espace comme il l'avait toujours fait. « Hazel, qu'as-tu entendu ?» La fille ne le regarda pas quand elle répondit, sa voix petite mais contrôlée. « Est-ce qu'on s'en va ?» 3 mots simples qui contenaient un univers de peur. Logan prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. « Non, répondit-il fermement, plus jamais. » Mais le juge a dit. Le juge doit être sûr que c'est le meilleur endroit pour vous. C'est son travail de poser des questions difficiles, de tout vérifier. Il y aura d'autres visites, d'autres conversations, mais à la fin, il comprendra ce que je sais déjà, que nous devons rester ensemble. Hazel le regarda enfin, ses yeux cherchant tout signe d'incertitude. Promis ? Logan savait qu'il ne devrait pas faire de promesses dont il n'était pas absolument sûr de pouvoir tenir. Mais dans ce cas, sa détermination était inébranlable. Je promets, Hazel. Je ferai tout ce qu'il faut pour que nous restions ensemble. Les mois suivants, Logan se consacra entièrement au processus d'adoption. Il réduisit encore ses heures au bureau, délégua des responsabilités qu'il considérait auparavant intransmissibles, annula des voyages d'affaires. Sa priorité absolue devint de prouver au tribunal qu'il pouvait et devait être le père de Hazel et Marley. Il engagea des spécialistes supplémentaires en droit de la famille pour renforcer son dossier. Il documenta méticuleusement la routine des filles, leur progrès scolaire avec les tuteurs, leur développement émotionnel. Il invita les travailleurs sociaux non seulement pour des visites formelles, mais pour des moments quotidiens qui démontraient le lien authentique qu'ils avaient tissé. Lorsque le travailleur social demanda à Marley, lors d'un entretien privé, comment elle se sentait en vivant avec Logan, la réponse de la fille fut simple, en sécurité. Un seul mot qui valait plus que 1000 arguments juridiques. Le processus traîna pendant des mois. Il y eut des avancées et des reculs, des espoirs et des déceptions. Le juge resta sceptique, soulevant de nouvelles questions à chaque audience. Mais Logan resta inébranlable dans sa détermination. Après une audience particulièrement difficile où le juge suggéra à nouveau la possibilité d'hébergement plus traditionnel pour les filles, Logan rentra chez lui épuisé. Il trouva Hazel et Marley assises sur le sol du salon, dessinant intensément. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il, essayant d'avoir l'air normal malgré sa fatigue. « Un dessin pour le juge », répondit Marley sans lever les yeux de son papier. « Comme ça, il verra que nous voulons rester avec toi. » Logan s'assit par terre à côté d'elle, ressentant une émotion si intense qu'il eut du mal à parler. « Je peux voir ?» Marley tourna le papier vers lui. C'était un dessin simple, fait au crayon de couleur, 3 silhouettes se tenant par la main, une grande et 2 petites, devant une maison. En haut, en lettres soignées, était écrit « Notre famille ». Lors de l'audience suivante, ce fut la première chose que Logan présenta au juge. « Votre honneur, avant de commencer, j'aimerais que vous voyiez ceci. » Le juge étudia le dessin en silence, son visage normalement sévère s'adoucissant presque imperceptiblement. « Monsieur Hart, j'ai posé des questions particulièrement difficiles dans cette affaire, dit-il finalement. Savez-vous pourquoi ? Pour protéger Hazel et Marley, j'imagine. Oui, mais aussi pour tester votre détermination. Élever des enfants qui ont traversé un traumatisme important n'est pas facile. Je voulais m'assurer que vous n'abandonneriez pas lorsque les choses deviendraient difficiles. Je ne les abandonnerai jamais, votre honneur.
Le juge hocha lentement la tête. Je vous crois. Et sur la base de toutes les preuves présentées, des rapports des travailleurs sociaux, et oui, de ce dessin, je suis prêt à prendre ma décision. 3 semaines plus tard, Logan était de nouveau au tribunal, cette fois avec Hazel et Marley à ses côtés, tous les 3 vêtus formellement. Les filles étaient nerveuses mais déterminées. Hazel et Marley B, dit le juge en les regardant directement. Je n'ai qu'une seule question pour vous, voulez-vous que Logan Hart devienne légalement votre père? Les filles se regardèrent, puis Logan, et enfin le juge. Oui, répondirent-elles à l'unisson, leur voix petite mais ferme. Le juge sourit, pour la première fois de tout le processus, et signa le document devant lui. Par conséquent, par ordre de ce tribunal, je déclare le processus d'adoption conclu. Hazel et Marley, vous êtes maintenant légalement et officiellement Hazel Hart et Marley Hart. À la maison, Tessa avait préparé une petite célébration. Sur la table du salon, 2 paquets soigneusement emballés attendaient les filles. Elles déballèrent les paquets et trouvèrent des uniformes scolaires, jupes plissées grises, blouses blanches, pull bleu marine avec l'emblème de la Westlake Academy brodé sur la poitrine. Logan prit les uniformes, les tenant avec précaution. Vous avez été accepté à Westlake. C'est l'une des meilleures écoles de la ville. Vous commencez demain. Hazel regarda l'uniforme, puis Logan, les yeux écarquillés. On va vraiment à l'école, murmura-t-elle, comme si elle craignait que prononcer les mots à voix haute ne fasse disparaître la possibilité. Oui, demain. Le lendemain matin, Logan les emmena à l'école, vêtus de leurs nouveaux uniformes, portant des sacs à dos qu'elles avaient soigneusement choisis, violet pour Hazel, vert pour Marley. Elles marchaient avec un mélange de nervosité et d'excitation. À la porte de l'école, Logan s'agenouilla pour être à leur hauteur. « Vous êtes prêtes ?» Elles hochèrent la tête, serrant fermement les bretelles de leur sac à dos. « Je serai là pour vous chercher après les cours, » promit-il. À sa surprise, les 2 le serrèrent brièvement dans leurs bras avant de se retourner et de marcher ensemble vers leur première classe. De retour à l'appartement, maintenant vraiment un foyer, Logan trouva les filles collant des autocollants colorés avec leurs nouveaux noms sur les portes de leur chambre, Hazel Hart décorée d'étoiles, Marley Hart ornée de petites planètes. Sur le réfrigérateur, tenu par des aimants colorés, il y avait un nouveau dessin, un autre portrait des 3, mais cette fois à l'intérieur de la maison, chacun avec un sourire sur son visage. En haut, en lettres colorées, les mots qui résumaient tout, la famille, c'est quand personne n'a peur. Logan traça les lettres avec ses doigts, ressentant une plénitude qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les filles avaient raison, comme toujours, sur les choses vraiment importantes. La famille n'était pas seulement un document légal ou le partage d'un nom. C'était créer un espace où la peur n'avait pas sa place, où 2 filles qui connaissaient la peur mieux qu'aucun enfant ne devrait la connaître, et un homme qui ne s'était jamais permis d'être vraiment vulnérable, pouvaient ensemble trouver quelque chose qu'aucun d'eux n'avait vraiment eu auparavant. Un foyer, une famille, un endroit où appartenir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. On se voit dans les prochaines.